Bonjour, chronique série télé aujourd'hui et un tout petit peu de nécrologie aussi. Série télé parce que je vais vous parler de la troisième saison de Daredevil. Alors oui, je suis désolé, j'ai un vieux réflexe, j'ai gardé mes prononciations de gamin, donc je dis Daredevil même si c'est ridicule. Je me sentirais encore plus faux si je disais, je sais pas, Daredevil ou comment qu'il faut le dire. Bon, bref, Daredevil, disais-je donc, saison 3 qui comprend 13 épisodes et qui est sorti tout récemment. Les acteurs principaux sont Charlie Cox dans le rôle de Matt Murdock, Daredevil, Vincent D'Onofrio dans le rôle de Wilson Fisk, c'est-à-dire le caïd, Deborah Ann Wall, Karen Page, Eldon Henson joue Foggy Nelson, Wilson Bethel joue Benjamin Poindexter alias le tireur ou Bullseye, Jay Ali joue Ray Nadim et John Wallis joue Sir Maggie et il y en a un certain nombre d'autres. Un fâcheux hasard du calendrier a fait que j'ai achevé de regarder cette troisième saison de Daredevil hier soir et je n'ai appris la mort de Stan Lee qu'après avoir vu le dernier épisode. Stan Lee, bien sûr, était le co-créateur du personnage de Daredevil avec le dessinateur Bill Everett, comme il a été le co-créateur d'un nombre sidérant de super-héros et de super-vilains dans le contexte de l'univers Marvel. Le bonhomme a beaucoup compté et mérite bien qu'on lui rende hommage, alors comme de juste, Excelsior. Maintenant, parlons donc de cette troisième saison de Daredevil et la précaution habituelle s'impose. C'est une série, il y aura très probablement des spoilers dans cet article, même si je vais essayer de ne pas trop en faire non plus. Bon, méfiance quand même. Ah donc, Daredevil, clairement la meilleure et de loin des séries Marvel Netflix sur la base d'un univers partagé restreint très street level, qui a donné des choses intéressantes et d'autres beaucoup moins. Il faut dire que l'évolution des séries parallèles, globalement, a été plutôt négative. C'est peut-être à débattre en ce qui concerne Jessica Jones, la détective badass ayant pu convaincre des camarades avec sa deuxième saison. Ça n'a pas été le cas pour moi car j'ai trouvé cette série beaucoup trop en dents de scie, alternant de manière très foutraque le pire et le meilleur, cette inégalité dans l'écriture ayant fini par me faire relever le pire bien avant le meilleur. Luke Cage, c'était plus problématique encore, après une première saison honnête, même si sans plus, avec le charismatique Mike Colter dans le rôle titre, quelques chouettes seconds rôles, dont l'excellente Rosario Dawson échappée justement de Daredevil, et un gimmick musical sympathique. Le niveau a drastiquement chuté dans une saison 2 tellement mal conçue, interprétée et réalisée que j'ai dû m'y prendre à 3 ou 4 fois pour voir l'épisode 2, déclarant forfait peu après. Je n'ai pas osé voir Iron Fist, les critiques étant unanimement mauvaises dès le départ. Quant aux Defenders associant les 4 personnages, j'ai trouvé ça passablement navrant, au mieux indifférent. Bref, depuis la deuxième saison de Daredevil, une seule série Netflix Marvel m'a véritablement convaincu, qui affichait son statut singulier tout en émanant bien, de Daredevil, de la saison 2 plus précisément, et c'était The Punisher. Autant dire que j'ai commencé à regarder cette troisième saison de Daredevil à reculons, je m'attendais à ce que le niveau baisse drastiquement, au point de l'embarras. Et finalement, ça n'était certainement pas irréprochable. Mais c'était globalement convaincant et enthousiasmant, bien plus réussi que toutes les autres séries Marvel Netflix, à l'exception donc de Punisher, et au moins du niveau de la saison 2, car moins inégale. C'est que celle-ci s'en tirait quand même mieux quand elle mettait en scène le Punisher que quand elle se focalisait sur la dangereuse Elektra. Mais oui, il y a tout de même beaucoup à redire concernant cette troisième saison, et heureusement au moins autant à apprécier. L'inspiration essentielle de cette saison semble se trouver dans un fameux arc de Daredevil signé Frank Miller et David Mazzucchelli, Born Again. Bizarrement, alors que j'ai lu et relu la plupart des épisodes signés Frank Miller en solo dans son long run révolutionnaire au début des années 80, ou associé avec des dessinateurs tels que John Romita Jr. ou Bill Sienkiewicz, et alors que cet arc est un des plus célèbres et décisifs associés au personnage, et que j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu de David Mazzucchelli, le grand écart entre Batman année 1, toujours avec Miller, et l'adaptation du roman de Paul Auster Cité de Verre, je ne crois pas avoir jamais lu Born Again. Il faudrait tout de même y remédier un de ces jours. Quoi qu'il en soit, nous retrouvons Matt Murdock rescapé miraculeusement de l'effondrement d'un putain d'immeuble, juste sur lui, là, dans la conclusion de la médiocre saison 1, et pour l'heure la seule, de The Defenders. Mais tout le monde le croit mort, ce qui l'arrange en fait. Ce qui l'arrange moins, c'est que l'accident a laissé des séquelles, notamment son ouïe a souffert au point où elle chamboule une fois de plus toutes ses perceptions. C'est comme s'il redevenait aveugle. Bon, par chance, ça ne durera pas, mais Murdoch n'en est pas moins aigri et renfermé sur lui-même. Hébergé, caché par les religieux qui avaient pris soin de lui quand il était enfant, il ne veut plus voir ses amis Karen Page et Foggy Nelson, qu'il le croit donc mort. Sauf qu'il reviendra vers eux quand il aura besoin d'eux, le détestable petit con.
Un besoin qui ne tardera pas. C'est ce qui se passe dans les comics quand la Némésis ressurgit. Et donc, Wilson Fisk. Celui que l'on n'appelle pas encore le Caïd, mais ça viendra précisément dans cette saison, est en prison. Via un agent du FBI aux abois du nom de Ray Nadim, il propose un pacte aux fédéraux, l'abandon des poursuites contre sa compagne Vanessa en échange d'informations précieuses sur le milieu new-yorkais. Ce contrat faustien ne tarde pas à évoluer, Fisk y gagnant de sortir de prison pour une résidence surveillée dans un appartement toujours plus luxueux après chaque visite. Et la vérité apparaît enfin, au pauvre Nadim notamment, Fisk, qui a toujours 5 coups d'avance, l'a manœuvré pour faire son grand comeback, et les fédéraux sont à ses ordres. Ceci, aussi bien Matt Murdock que Karen Page et Foggy Nelson le comprennent tous bien avant tout le monde. C'est qu'ils ont une certaine expérience du bonhomme. Et ils ne comptent pas se défiler. Chacun d'entre eux entend lutter contre ce colossal ennemi à sa manière. Foggy usera du droit et de la politique, Karen du journalisme, mais en gardant un flingue dans son sac à main si jamais. Matt enfin songe à ressusciter Daredevil sans le costume et sans la conception très catholique de la rédemption, ou avec, ça dépend des moments. Problème, Fisk, qui se doute de la véritable identité de Daredevil, a choisi d'anéantir à jamais la réputation du justicier de Hell's Kitchen en manœuvrant un agent du FBI passablement psychopathe, mais très compétent pour lancer des trucs et des machins. Ben Poindexter, aka le tireur, ou Bullseye, même si cet alias n'est pas employé dans la série. Dans cette troisième saison, Matt Murdock ne porte jamais le costume de Daredevil, c'est l'imposteur Poindexter qui le fait. On retrouve dans cette troisième saison de Daredevil le caractère assez inégal de l'écriture qui m'avait tant posé problème dans la deuxième saison de Jessica Jones. Même si je crois ça passe mieux en l'espèce. Quoi qu'il en soit, cette saison repose sur une opposition classique entre le super-héros et plus encore sa personnalité non déguisée, Matt Murdock avant Daredevil donc, et sa némésis, le super-vilain sans costume ni pouvoirs supranormaux, Wilson Fisk. Le problème c'est que Fisk écrase littéralement Matt Murdock à tout point de vue. En fait, j'ai vraiment le sentiment que dans cette troisième saison, j'ai aimé, voire adoré tout ce qui concerne Wilson Fisk et trouvé au mieux indifférent, au pire carrément mauvais, tout ce qui concerne Matt Murdock ou presque. Et si, en vertu de l'adage souvent rappelé dans les comics, le bon méchant fait la bonne série, il est quand même problématique à ce stade que le héros se montre si faible. Cela tient d'ailleurs probablement, pour partie du moins, à ce que le personnage de Matt Murdock, si aigri, s'enferme dans le seul rôle de l'habitacle d'un Daredevil particulièrement vénère, et pourtant jamais totalement libéré, et n'a, à côté, aucune existence sociale. Je suppose qu'il n'y a rien d'étonnant alors à ce que ses moments les plus réussis en définitive, hors scène d'action, soient ceux où il endosse, même avec des arrière-pensées ou à reculons, le costume qui lui sied le mieux, c'est-à-dire celui de l'avocat. Autrement, la série joue forcément de son catholicisme perturbé, et c'est bien naturel puisque ça a toujours été une dimension essentielle du personnage, un outil de caractérisation éventuellement très subtil, mais pas ici, hélas, où le thème est traité avec de gros et lourds sabots, en y incluant, comme la pire démonstration, la révélation de l'identité de la mère de Matt Murdock, qui est incroyablement mal amenée, pas un cheveu sur la soupe à ce stade, mais une putain de perruque entière. Charlie Cox s'était montré plutôt convaincant dans les deux premières saisons, mais il pâtit ici de tous ces partis pris qui font de Matt Murdock, Daredevil, un personnage plus unilatéral que de coutume, plus brutal aussi, incomparablement, et en définitive tristement creux. Le résultat est en fait assez désolant. Mais en face, il y a Wilson Fisk, et répétons-le une fois de plus, Vincent D'Onofrio est le putain de Wilson Fisk. Il est parfait, c'est exactement lui. Au point du paradoxe temporel, je crois. Les créateurs du personnage dans la BD, soit Stan Lee, Rip encore, et John Romita Sr. en 1967, puis certes Frank Miller avec la redéfinition du personnage au début des années 80, devaient disposer d'une machine à voyager dans le temps. Ils se sont rendus dans les années 2010 et ils ont vu Vincent D'Onofrio incarner le caïd. Ils sont retournés à leur époque et c'est comme ça qu'ils ont conçu le vilain. Pas possible autrement. Quoi qu'il en soit, la prestation de D'Onofrio écrase littéralement toutes les autres dans cette saison et compose un personnage complexe, mais d'abord et avant tout, proprement terrifiant, sur un mode carrément diabolique. Oui, c'est la bonne image, il est le joueur d'échecs qui a toujours 5 coups d'avance en moins sur son adversaire, et dont la main mise absolue sur tout ce qui compte, y compris voire sur tout ce qui ne semble tout d'abord pas compter le moins du monde, le protège contre toute intervention malvenue. Ses adversaires en sont réduits au fatalisme le plus dépressif. Ils ne peuvent absolument rien faire contre pareil adversaire qui a toutes les bonnes cartes en main pour continuer sur le jeu. Mais oui, il s'agit en outre d'un personnage complexe et parfois même étonnamment touchant, figurez-vous. Bizarre aussi, assurément, et Vincent D'Onofrio a une diction très particulière, pas vraiment naturelle, mais qui colle tellement bien au personnage.
Oui, il est le caïd. Physiquement, ça crève les yeux, mais ça va bien au-delà. Il est Wilson Fisk. Si Matt Murdock et donc surtout Wilson Fisk focalisent comme de juste l'attention, la série met cependant en scène bien d'autres personnages, et si Ray Nadim est d'une importance toute particulière au regard de cet arc précisément, un personnage là aussi plus subtil qu'il n'en a l'air et bien interprété par Jay Ali, deux personnages secondaires se montrent probablement plus essentiels, et tout d'abord Karen Page. J'avais détesté, sinon le personnage, du moins le jeu de Deborah Ann Woll dans la première saison, mais Karen avait considérablement gagné en consistance et en subtilité dans la deuxième. Ici, il y a encore de cela, du moins au regard de la consistance, même si probablement moins de la subtilité, ce qui illustre à vrai dire, dans un sens comme dans l'autre, un épisode quasi consacré à elle, disons du moins qu'une bonne moitié de l'épisode porte sur le passé chargé du personnage, ce dont je ne sais pas bien que penser. En tout cas, la pauvre fille souffre tout au long de la saison et passe la moitié de sa présence à l'écran à sangloter, toute rouge et agitée de spasmes. L'autre point de mire, je dirais qu'il s'agit de Poindexter, puisqu'on ne lui donne pas ici, pas encore, d'alias. Je me suis rendu compte en regardant cette saison qu'au fond je ne savais pas grand-chose de l'histoire de Bullseye, même si j'avais rencontré le personnage plusieurs fois, et notamment dans Daredevil dont il était un méchant lié plutôt récurrent. Il ne semble pas y avoir grand-chose en fait, ce qui a peut-être donné de la marge aux scénaristes de la série. Pour un résultat que j'ai trouvé assez convaincant, même en empruntant des thématiques psychiatriques et sociales très casse-gueule. J'ai aussi apprécié comment le personnage et ses facultés, pas surnaturelles mais quand même assez spéciales, sont introduits très progressivement, fanservice adroit avec l'ombre de Wilson Fisk dans le fond. Et disons-le, l'acteur Wilson Bethel a eu de tête à claque idéale, tout particulièrement quand il revêt le masque de Daredevil. Cela dit, globalement, l'écriture connaît des hauts et des bas, un peu comme dans Jessica Jones, donc moins cependant que dans la saison 2 de cette dernière série. C'est tout particulièrement vrai dans certaines séquences qui auraient gagné à davantage de subtilité et qui mettent en scène la psyché troublée des personnages qui revivent des scènes en spectateur, ce qui fonctionne exceptionnellement bien pour Wilson Fisk étudiant le passé de Poindexter, cela dit, ou se voit envahir par les personnages qui les obsèdent. Il faut aussi y ajouter que, prise avec un minimum de recul, la trame globale de cette saison est bourrée de trucs qui ne tiennent absolument pas la route. Bon, la suspension volontaire d'incrédulité peut être repoussée très loin dans les comics de super-héros, mais là c'est vraiment limite, et plus d'une fois. Cela vaut aussi pour la réalisation. Certaines séquences se montrent un peu trop caricaturales, à la limite même du risible, voire au-delà, ainsi dans plusieurs moments de cri primal. Globalement, cependant, c'est du bon, voire du très bon boulot. Tout particulièrement pour ce qui est des scènes d'action, ouf. Cette saison 3, comme les deux premières, a inévitablement son long plan séquence de baston. Il se trouve dans l'épisode 4 et il est très impressionnant. Et jouissif, disons-le, même si l'artifice de ce genre de scène commence à me laisser perplexe, chose signalée récemment dans ma chronique de The Haunting of Hill House. Au plan de l'écriture, à vrai dire, le quasi-loader consacré à Karen Page est un peu du même ordre, il y en a dans plein de séries maintenant. Mais oui, globalement, bon boulot. Cette saison 3 se regarde bien. Vincent D'Onofrio est épatant, et si les défauts sont là, indéniablement, Daredevil demeure à ce stade un divertissement super-héroïque de qualité et incomparablement meilleur que toutes les autres séries Marvel Netflix de ce micro-univers partagé.